Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte-Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. C'est la clé du mystère. Dans quelques instants, nous serons avec Frédéric et nous parlerons d'apparitions et de dames blanches. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte-Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Frédéric, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain, c'est moi qui vous remercie encore une fois pour votre invitation. Alors, nous allons parler d'apparitions, de rencontres avec la Dame Blanche. Est-ce que vous avez recueilli des témoignages de personnes qui ont vu des apparitions ? Oui, sur le forum on en a quand même pas mal. Des apparitions de tous bords, je dirais. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui relatent ces éléments par l'intermédiaire de leurs enfants, souvent. C'est-à-dire que leurs enfants sont amenés à voir certaines choses. On a également des témoignages directs d'adultes qui eux ont vu ça, alors soit dans leur enfance, dans leur adolescence, et puis même une fois plus avancé dans l'âge, continuent à voir ces apparitions de ce type-là. Donc on en a vraiment un petit peu, je dirais, de tous bords, et ça fait partie des éléments qu'on nous remonte assez fréquemment. Est-ce qu'il y a des exemples ? Des exemples ? Oui. Oui, bien sûr, il y en a énormément. Donc déjà les apparitions en tant que telles, ce qu'on entend par apparition et qu'on nomme couramment des fantômes, dans le langage un petit peu plus avancé de la connaissance de ces éléments-là qu'on va appeler soit des esprits errants ou des âmes désincarnées, sont très très fréquemment vus, et puis derrière on a des témoignages appuyés, c'est-à-dire que on a quand même affaire à des gens qui sont pas forcément des illuminés, qui sont pas forcément perchés, c'est des gens tout à fait normaux qui sont attraits à ces phénomènes-là et qui les touchent au quotidien, soit souvent dans les maisons familiales ou dans des endroits qui leur sont plus proches ou qui vont être amenés à fréquenter plus souvent. Donc effectivement oui, on a des témoignages, on a beaucoup de témoignages. Et quand on s'y intéresse encore une fois de près et qu'on ne balance pas tout ça sur purement l'aspect imaginaire, on arrive à avoir des éléments un peu plus pertinents et un peu plus intéressants qui pourraient expliquer ces phénomènes sans aucun problème. Alors une histoire, un récit par exemple. Alors on a l'histoire, on va commencer un petit peu par la Dame Blanche parce que c'est la plus connue. Oui. On va commencer par celle-ci, qui a fait beaucoup parler d'elle, dans les journaux aussi. Il n'y a pas très très longtemps, justement, quand j'étais en vacances dans la Drôme provençale, il y avait en première page du journal local un article sur une apparition de Dame Blanche. Donc vous voyez, c'est quand même assez connu de par la France, parce qu'il y a des apparitions un peu de partout, même si on a tendance à voir, en enquêtant un petit peu, que c'est des phénomènes, des apparitions de cette Dame Blanche qui sont un peu plus localisées, dans des zones qui seraient un petit peu plus, soumises à avoir ces apparitions-là. Alors en enquêtant, et je dirais juste derrière pourquoi, on sait pour quelles raisons elle apparaît ici et pas ailleurs, mais on a constaté de nombreuses apparitions au niveau d'une route qui s'appelle la Lande, donc c'est une départementale qui se situe dans la Manche, entre la ville ou le village de Lacé et Coutances. Donc là, on a affaire à une grande ligne droite, une grande route rectiligne. Alors, entre ces deux points, il y a fréquemment des apparitions de Dames Blanches. Ça, c'est relaté par diverses personnes de différents bords, encore une fois. On a des gens qui sont tout à fait normaux, pas forcément être spéciaux pour voir une Dame Blanche. Et les témoignages se ressemblent tous, de façon générale se ressemblent tous, c'est-à-dire qu'ils voient une sorte d'ombre blanche le long de la route. Alors certains la voient de façon un peu plus précise, à un tel point qu'ils s'arrêtent avec la voiture, parce qu'ils ont l'impression que c'est quelqu'un qui fait du stop ou qui est embêté, parce que la plupart du temps ça se passe aussi la nuit, à des heures un peu tardives. Donc on se demande si quelqu'un fait du stop à cette heure-là, c'est quand même un petit peu interrogatif, parce qu'on se dit plus qu'il y aura peut-être un problème. Donc les gens s'arrêtent, font rentrer cette personne, ou cette Dame Blanche, parce qu'elle est véritablement tout vêtue de blanc. Certains y voient parfaitement son visage, mais encore une fois, ils ont l'impression, ils ont une sensation un petit peu de froid, une sensation d'être pas très à l'aise à la présence de cette personne-là. Donc ils la font rentrer dans le véhicule, ils roulent un petit peu, ils essaient de parler avec elle. Certains témoins qui expliquent
ces éléments-là, pas de réponse, rien. Jusqu'à arriver à un certain point de cette route, la fameuse départementale, où là, elle se met à crier véritablement dans le véhicule, et d'un coup, elle disparaît. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le témoin, qui est au volant du véhicule, jette un coup d'œil dans son rétroviseur, s'il la fait rentrer à l'arrière, bien sûr, et se rend compte qu'il n'y a plus personne à l'arrière du véhicule. Ça, je dirais, c'est les fils conducteurs courants qu'on retrouve dans les apparitions des Dames Blanches. Alors donc, cette Dame Blanche, il la voit vraiment comme une personne humaine? Oui, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a véritablement une stature de quelqu'un d'humain, avec un visage, mais avec une sorte de voile autour d'elle qui la recouvre, et elle semble triste. C'est souvent les témoignages qu'on a. Alors c'est des témoignages, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des témoignages qui sont déposés en gendarmerie. Oui, justement, oui. C'est des véritables témoignages, parce que les gens ont affaire à ça, et puis ça les a tellement effrayés, et ça les a tellement choqués quelque part, que le lendemain ou le surlendemain, ils se rendent à la gendarmerie du coin, et pour expliquer ce phénomène-là. Alors, pour revenir sur l'histoire de Lacé et de la petite bourgade qui se situe un peu plus en amont ou en aval, qui s'appelle Coutances, ce qui est assez fréquent, c'est ces apparitions qui arrivent très très souvent, mais c'est surtout que les plaintes, je ne sais pas si on peut appeler ça des plaintes, mais en tout cas les mains courantes qui sont déposées en gendarmerie sont fréquentes parce que cette Dame Blanche, disparaît au niveau du cimetière qui se retrouve juste en face de la gendarmerie. Donc souvent ça va amener les gens peut-être plus facilement à aller voir les gendarmes pour leur expliquer un petit peu ce qu'ils ont vu. Alors des phénomènes de Dame Blanche comme ça, il y en a eu à Perpignan, dans la région de Montpellier et dans les Landes aussi. Oui, bien sûr, tout à fait. Et des témoins, je crois, qui justement ont déposé une main courante à la gendarmerie. Oui, souvent c'est ce qui se passe. Alors je pense qu'on peut statistiquement se dire que on a quand même beaucoup de personnes qui la voient, mais je pense, pour faire une petite analogie, c'est un peu comme le phénomène OVNI, où on a aussi énormément de personnes qui n'osent pas aller en gendarmerie et qui n'osent pas aller voir les instances françaises pour leur expliquer un petit peu ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils vont passer, ils pensent qu'ils vont passer pour un peu des guignols et que les gendarmes ne vont pas les croire. Alors que pourtant, généralement, ça se passe très très bien. C'est-à-dire que les gendarmes, après, ils ont une enquête à faire et puis advienne que pourra, je dirais, parce que souvent on n'a pas plus d'éléments sur les enquêtes. Mais en tout cas, ils prennent des dépositions et ils le font de façon très sérieuse. Alors, les dernières apparitions de Dame Blanche datent de quand? C'est pas très très vieux, j'en ai vu. Donc moi, je vous disais, j'en ai vu une, c'est il y a 1 an. Sur le journal local en Drôme provençal, et plus récemment j'en ai vu une il y a, je dirais, à peu près 4 à 6 mois à peu près. On m'en a rapporté une sur le forum, effectivement, quelqu'un qui avait dire d'une personne qui avait vu une Dame Blanche. Alors je sais plus, je pourrais plus vous situer la zone géographique, mais en tout cas de toute façon c'est très fréquent. Il y a de ces apparitions de façon assez fréquente. Personne n'a touché cette Dame Blanche? Non. Pas directement, parce que déjà les gens, d'une part, la trouvent très étrange, très bizarre. Donc c'est plus, je dirais, une aide qu'ils lui apportent, parce qu'ils ont l'impression qu'elle est au bord de la route, donc il faut la ramener quelque part, mais cette personne-là ne leur communique pas, ne leur parle pas. Et il reste quand même très effrayé, un petit peu, à son abord. Bien qu'elle n'a rien de néfaste en tant que telle, parce qu'il n'y a pas d'attaque, ou il n'y a pas de tentative de ce type-là, mais en tout cas, les gens prennent un petit peu leur distance, parce que c'est une personne qui leur paraît très bizarre et très étrange. Donc c'est pas aller jusqu'au contact, non, c'est pas aller jusque-là. On dit que cette Dame Blanche interviendrait pour empêcher des accidents. Oui, c'est ce qui se dit, exactement, tout à fait. C'est-à-dire que souvent, ce qui se passe, quand elle se met à crier, ou en tout cas à émettre une sorte de peur par rapport à une zone concernée, parce que c'est souvent dans une zone donnée qu'elle va se mettre à faire ça, c'est-à-dire qu'elle va être dans le véhicule pendant plusieurs kilomètres et elle va rien dire jusqu'à un moment où elle va se mettre à hurler. Souvent, ce qui se passe derrière, c'est que les gens expliquent que ça a prévenu d'un accident, parce qu'ils auraient pu percuter un animal qui passait à ce moment-là, que ça leur a permis de l'éviter, ou encore une fois, d'arriver peut-être trop brutalement, je dirais, en termes de vitesse de véhicule, sur un virage dangereux, où malheureusement on est à compter beaucoup de morts. Alors, c'est là où c'est très intéressant, et c'est là où il faut enquêter, et on va retrouver un petit peu les mêmes éléments que pour les apparitions que certaines personnes voient au quotidien, et les enfants aussi notamment, c'est que ces apparitions de Dame Blanche se font sur des lieux d'accidents mortels, où par le passé, il y a eu des accidents qui ont entraîné la mort. Et dans le cas de Lacé et de la zone dans laquelle on expliquait juste à l'instant, on a 2 Dames Blanches apparemment distinctes qui apparaissent, qui ne sont pas les mêmes, et une où on a pu remonter l'enquête, c'est un certain écrivain qui a fait un livre dessus, et qui lui a mené son enquête, et qui a reconnu une Dame Blanche comme étant Gabrielle R, on citera
citera pas son nom, une adolescente de Lacé qui a été tuée en 1970 dans un accident sur la même route et au même endroit où elle disparaît avant de ne jamais réapparaître ou de réapparaître quelques mois plus tard. D'accord. Alors, les explications globales sur cette Dame Blanche, quelles sont-elles? C'est toujours pareil, il y a deux écoles. Moi, je les distingue comme ça, c'est-à-dire qu'on a les puristes qui vont mettre ça sur le compte des apparitions fantomatiques qui n'existent pas, tout simplement, même si pourtant on a des témoignages et qui se corroborent encore une fois, parce que c'est ça qui est intéressant quand on fait des témoignages en gendarmerie, c'est qu'on retrouve les mêmes points de regroupement. Donc ça, cette école-là ne va pas aller chercher très loin d'explications. Et puis il y a l'école un petit peu spirituelle, ésotérique, paranormale, on va dire, qui elle amène beaucoup plus d'éléments, si on y croit, on n'y croit pas, qui serait simplement la présence de ces êtres qui sont décédés brutalement, de façon un petit peu difficile pour elles, et qui restent sur les lieux, et tant qu'elles n'ont pas trouvé le repos, ce qu'on appelle un petit peu la lumière, quand on a affaire aussi à des expérimentateurs de NDE, où là on a fréquemment l'histoire de la lumière qui revient, et ces âmes resteraient en fait dans ces lieux parce qu'elles n'ont pas trouvé le repos et qu'elles sont, je dirais, un petit peu prisonniers de leur espace-temps, c'est-à-dire qu'elles se créent un espace-temps à elles restent en boucle à l'intérieur et elles réapparaissent fréquemment ici parce que elles sont attachées à ces lieux et parce qu'il s'est passé quelque chose dans l'émotionnel qui va les retenir sur ce lieu-là. Alors comment elles font pour entrer dans la voiture? Est-ce qu'on leur ouvre la portière? Comment... Oui. Généralement c'est ce qui se passe, tout à fait. C'est-à-dire qu'elles rentrent comme une personne tout à fait normale, voilà. Oui, enfin vraiment on peut la confondre avec une personne humaine. Oui. D'après les témoignages qui sont donnés, effectivement, on pourrait tout à fait la confondre avec quelqu'un de parfaitement humain qui serait là pour faire de l'autostop, quoi. Est-ce qu'il y a des lieux, des situations privilégiées qui font que ces personnes voient des apparitions, à part la Dame Blanche, évidemment? Pas complètement, pas de façon générale. C'est-à-dire que ces personnes qui vont donner ces éléments vont voir des Dames Blanches à un moment donné de leur vie, mais ne sont pas forcément soumises à visualisation de d'autres types d'apparitions. Ils ne les ont jamais eu dans leur famille, ils n'en ont pas eu quand ils étaient petits, donc c'est quelque chose qui leur est arrivé à un instant T, une fois dans leur vie, et effectivement, par la suite, ils se posent beaucoup de questions. C'est souvent un petit peu ce qui se passe sur notre site, c'est-à-dire qu'on les retrouve, ces gens-là, parce qu'ils se posent des questions, ça les a tellement bouleversés qu'ils se demandent un petit peu ce qui se passe, puis ils viennent un petit peu gratter le vernis pour avoir d'autres explications, et on les retrouve souvent sur notre forum, parce qu'ils nous disent, voilà, il m'est arrivé ça, j'ai vu telle apparition, quel est votre avis, tout ça. Donc nous, on a une pléiade d'équipes qui travaillent avec nous, je suis pas tout seul sur le forum, et bien heureusement d'ailleurs, avec des gens qui sont très professionnels et très calés dans leur milieu. On a des médiums, on a différents types de clairvoyants, de clairaudients qui vont essayer d'apporter des réponses et qui vont essayer d'un petit peu aider les gens qui sont en question là-dessus pour apporter des solutions un petit peu alternatives. Est-ce que vous avez eu contact avec les autorités, la gendarmerie, justement, par rapport aux récits déposés par ces gens-là? Moi, personnellement, non. On n'a jamais eu affaire avec la gendarmerie, bien que récemment, j'ai un contact qui est rentré, en contact avec moi, parce qu'il avait des idées pour mettre en place des choses sur la commune dans laquelle on réside. Donc, nous, on réside sur Grenoble et sur la région Rhône-Alpes. Et lui est un ancien capitaine de gendarmerie, par contre. Donc c'est un ancien capitaine de gendarmerie et qui apporte des éléments assez intéressants sur tous ces témoignages de différents bords, parce qu'on a aussi le phénomène OVNI qui est très rapporté par les témoins au sein de la gendarmerie, de la police. Et puis on arrive à voir un petit peu des langues qui se délient, parce que la personne que j'ai eue, moi je ne la citerai pas, bien sûr, ça s'entend, mais la personne que j'ai eue, moi, est à la retraite. Donc elle peut parler, même si elle est encore sous couvert de certaines obligations, mais néanmoins elle explique des choses qui effectivement sont complètement en lien avec ce qui est traité sur notre forum et sur le paranormal et l'ésotérisme de manière générale, bien sûr. Mais si vous voulez, Alain, c'est un peu difficile parce que c'est déjà d'une part difficile de parler de ces éléments-là. C'est très difficile pour les autorités qui vont se confronter à ça parce qu'ils n'ont pas forcément plus d'éléments que ça. Donc souvent ça reste un petit peu lettre morte, ça ne va pas aller chercher plus loin. Et c'est un petit peu souvent conclu de cette façon-là. Donc je pense que c'est surtout la difficulté d'en parler et de réussir à trouver des mots sur ces événements sans pour autant mettre ça sur le compte, comme je disais tout à l'heure, de l'imaginaire ou de toute autre chose. Essayer de trouver quelque chose de constructif et des réponses un petit peu plus développées qu'un simple revers de main en disant non, ces choses-là, vous les avez inventées, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Voilà. Non, mais de toute façon, maintenant, on a les preuves que ça existe. Les gens n'iraient pas se compromettre à la gendarmerie pour faire des positions d'apparition. Moi, je pense pas.
Moi, je vous rejoins. Pour moi, c'est des preuves, effectivement. Ah oui, moi, j'ai pas peur et je pèse mes mots. Je pèse mes mots quand je dis que c'est des preuves. Parce que tout à l'heure, on parlait des enfants. Ça, c'est très intéressant, les enfants. Parce que les enfants voient beaucoup de choses. Ils voient beaucoup d'entités. Je vais vous donner un exemple qui me touche personnellement, parce que c'est ma fille. Moi, j'ai deux filles. Hein. Et la grande, quand on habitait dans une maison il y a quelques années, voyait une dame dans sa chambre. Elle nous en parlait souvent, le soir, en disant... on voyait qu'elle avait du mal à s'endormir. Et on discutait un petit peu avec elle, et elle nous expliquait, elle disait, je vois une dame dans ma chambre qui est là, et qui veut jouer avec mes jouets, ou qui veut ranger certaines choses. Et donc on en a parlé un petit peu, on lui a dit, mais est-ce qu'elle te fait peur? Est-ce qu'elle est méchante avec toi? Enfin tout ça. Et donc elle nous a dit, non, pas du tout, elle est simplement là, mais je la vois, et on voyait qu'elle était quand même pas... C'est pas qu'elle était pas très rassurée, mais ça l'a dérangée effectivement de voir ça dans sa chambre, mais elle n'était pas non plus apeurée, vous voyez. Les enfants sont sensibles, ça. Hein. Ah oui, les enfants sont ultra sensibles à ça, bien sûr, complètement. C'est je dirais, quasiment peut-être 70% facilement des enfants qui les voient, sans aucun problème. Mais j'expliquerai un petit peu plus loin pour quelles raisons, je pense. Selon mon avis personnel, ils voient ces choses-là. Pour finir sur la petite histoire que je vous expliquais par rapport à ma fille, donc elle voyait cette dame-là. Une fois, j'étais en contact directement par l'internet avec un médium de mon forum qui lui me disait, alors qu'on ne lui avait pas du tout parlé de ces événements, attention, ça c'est important à dire, qui me disait, tiens, c'est marrant parce que je sens une présence à côté de toi, je vois une vieille dame, et tous les éléments qu'elle a pu développer par la suite se confortaient parfaitement avec les visions que ma fille voyait. Et quand on est parti de la maison, ma fille ne nous a plus jamais reparlé de cette dame. Jamais. Oui, en effet, oui. Donc vous voyez, comme quoi, c'est qu'il y a bien quelque chose qui s'est passé à cet instant-là, alors qu'avant la maison, elle nous en avait pas parlé, et après, elle nous en parle plus. Alors après, c'est vrai qu'il faut faire la part des choses, parce que c'est important de savoir aussi que les enfants inventent des histoires, et d'autres personnes peuvent aussi inventer des histoires. Même qu'elles le fassent volontairement ou involontairement, parce qu'il y a aussi malheureusement un petit peu des maladies mentales qui vont entraîner ces choses-là, mais il n'en reste pas moins que si on enquête un petit peu là-dessus, on se rend compte que certains enfants ne vont pas raconter d'histoire, clairement. Et ils ne vont pas inventer ça, c'est quelque chose qu'ils voient, qu'ils perçoivent, sauf que nous on ne le voit pas, donc forcément ça n'existe pas. Alors donc, ce serait 70% des enfants qui verraient des apparitions. Finalement, nous, adultes, on devrait les voir. Est-ce que c'est pas parce qu'on nous ferme le mental? Exactement. C'est exactement la solution, en tout cas pour ma part. Je pense que ça dépend uniquement du fait que pour les enfants, ce sont des âmes qui viennent juste de s'incarner dans leur ce que j'appelle le véhicule physique, notre corps physique, et qui, par cet intermédiaire-là, ont encore une ouverture très large au niveau de leur centre énergétique, et notamment ce qu'on appelle dans le jargon ésotérique le troisième œil, qui lui permet de voir l'invisible. Donc c'est un centre énergétique qui se situe au niveau du front entre les deux yeux, qui est souvent utilisé par les clairvoyants notamment, et qui est très connu dans ces milieux-là, qui va permettre de voir certaines choses que les yeux physiques ne perçoivent pas. Et les enfants ont beaucoup de facilité à voir ça, parce qu'ils ne sont pas encore complètement enfermés dans leur corps, et surtout dans l'environnement qui est issu de ce corps-là, c'est-à-dire tout l'environnement physique, mental, psychologique et tout ce qui s'ensuit. Je pense que c'est uniquement de ce fait-là que ces enfants les perçoivent beaucoup plus facilement, et que par la suite, de toute façon, encore une fois, tous les éléments se regroupent, que par la suite, ils ne les voient plus. Bien sûr. Parce que les parents leur disent, mais tu sais, ça n'existe pas, c'est des histoires, il ne faut pas penser ça. Donc, forcément, on verrouille les portes, on ferme, et puis on ne voit plus. Alors que ces événements continuent. Et puis alors, par contre, il y a d'autres personnes qui, par la suite, deviennent des médiums, qui, eux, continuent à les voir. Oui, justement, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a des adultes qui continuent à les voir. Ces apparitions arrivent spontanément, comme ça. Oui, bien sûr. Alors, il y a des adultes qui les voient, il y a des adultes qui les aident, parce que ce qui est important à rappeler, c'est que les êtres qui résident à nos côtés, mais qu'on ne perçoit pas, toutes ces apparitions qu'on appelle couramment des fantômes ou des âmes errantes, c'est qu'elles sont dans des états émotionnels, je dirais, en difficulté, plutôt. Elles sont en difficulté, donc elles ne sont pas parties. C'est pour ça qu'elles restent sur les lieux. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a affaire à des accidents mortels, on a affaire à des cas de suicide, on a affaire à des qui sont très très lourds, des meurtres. On en a beaucoup, par exemple, qui sont liés aux guerres qui s'est passées sur notre histoire et sur le territoire français, comme la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu, par exemple, des zones où il y a eu des charniers. On retrouve souvent des âmes errantes dans ces zones-là et qui restent à proximité de ces zones-là. Vous savez, elles sont un petit peu prisonnières de leur émotionnel, et elles sont prisonnières de leur environnement et de l'espace-temps qu'elles créent autour d'elles. Et nous, on a des personnes qu'on connaît très bien sur le forum, ce qu'on appelle dans le jargon, qui sont des passeurs d'âmes,
qui eux vont les épauler, vont les aider, vont leur dire écoute, il faut que tu partes maintenant, il faut plus que tu restes là, tu as fini de faire ce que tu as à faire et il faut que tu vogues et que tu continues un petit peu ta route plus loin. Et donc ils vont leur apporter beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, parce que c'est les pensées positives, les émotions positives qui vont les aider un petit peu à ouvrir les yeux, parce que c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que la plupart n'ont même pas conscience qu'ils sont morts. C'est ça qui est complètement incroyable. Il y a un film très intéressant là-dessus qui s'appelle Les Autres, avec Nicole Kidman, que je conseille de regarder pour les gens qui ne le connaissent pas et qui sont intéressés par ces phénomènes, et qui explique de manière générale très bien un petit peu comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui croient, qui vivent normalement, comme vous et moi, mais qui en fait sont désincarnés, ne sont plus présents dans les éléments physiques qu'on perçoit, qu'on ressent, et qui croient, dur comme fer, qui sont vivants et qui continuent à faire leur vie tout simplement. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont morts. Ça, c'est le cas de beaucoup d'entités qui restent un petit peu emprisonnées entre deux espaces-temps ou dans une dimension parallèle à la nôtre. Mais en dehors de ces entités qui sont prisonnières, finalement, est-ce qu'il y a aussi des défunts qui viennent nous voir, qui sont passés dans la lumière, mais qui reviennent pour nous voir ou pour nous faire un petit coucou, ou pour nous guider, nous aider? Oui, exactement. Alors, il y a ces phénomènes-là qui sont expliqués par certaines personnes qui voient des êtres chers. Souvent, c'est des êtres de la famille, très proches de la famille. Une grand-mère qui est partie il y a plusieurs années, un oncle, une tante ou autre, un frère, une sœur, qui vont venir à leur rencontre. Alors, pour diverses raisons. Souvent, ce qui se passe, c'est que certains les voient au moment où eux-mêmes vont décéder. Donc, on a affaire à ces éléments-là qui sont relatés, par exemple, dans des hôpitaux, où les gens vont partir d'ici quelques minutes ou quelques heures, et ils aperçoivent les personnes qui sont proches d'eux, qui sont décédées quelques temps avant. Et puis, on a énormément ce phénomène-là qui est expliqué dans le phénomène de NDE. Ce qu'on a dans les NDE, c'est très très fréquent que les personnes qui sont décédées cliniquement parlant et qui reviennent quelques minutes ou quelques heures plus tard, vont expliquer qu'ils ont vu quelqu'un de leur famille, qu'ils l'ont rencontré et qu'ils ont parlé avec lui. Et souvent, d'ailleurs, ça les rassure énormément, parce qu'ils savent qu'ils sont partis, mais que la vie, c'est la vie après la vie, que la vie continue derrière, et qu'ils revoient des membres de leur famille. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous parlons d'apparitions, de phénomènes de dames blanches. Alors justement, il y avait les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross qui a recueilli des témoignages d'enfants, de personnes en fin de vie qui disent voir les membres de leur famille disparus, venir les chercher au pied de leur lit. Ça, c'est courant. Elisabeth Kubler-Ross a travaillé pendant des années sur ce sujet. Ah oui, c'est une référence. C'est une référence. Moi, j'ai lu quelques-uns de ses ouvrages à Elisabeth. C'est véritablement une référence. Elle a été pendant très longtemps dans le phénomène de NDE. Elle a écrit des livres dessus et elle a fait partie des personnes qui ont fait connaître ça au monde entier et qui ont aidé à la vague qui se passe aujourd'hui où de plus en plus de médecins, et je les encourage, s'il y en a qui nous écoutent, des gens qui travaillent dans les soins palliatifs, à étudier en profondeur ces phénomènes-là et ne pas forcément derrière mettre ça sur le compte d'hormones qui vont être décrétées par le cerveau ou des éléments de ce type-là qui n'expliquent en rien d'autres éléments factuels, comme le dit très bien le docteur Charbonnier, que j'estime beaucoup parce que je trouve que son travail est très pertinent, et encore une fois qu'il essaye de faire un petit peu ouvrir les yeux, ne serait-ce que ouvrir les yeux déjà sur ces phénomènes. C'est ça qui serait intéressant. Déjà, en discuter, essayer de trouver un petit peu des choses, et puis on va véritablement essayer de se mettre autour d'une table pour les comprendre, et non pas balayer ça, parce que les gens qui vivent ces phénomènes-là sont bouleversés à jamais. Ceux qui vivent des NDE, ils en reviennent pas indemnes du tout, jamais. Quand vous voyez quelqu'un, un membre de votre famille, des gens qui sont partis, qui sont revenus, vous aurez beau leur expliquer tout ce que vous voulez, ces gens-là ne vous croiront pas. Ils vous diront, mais moi, ce que j'ai vécu, je l'ai vécu, et j'en suis persuadé. Vous pourrez me dire ce que vous voulez, ça ne m'intéresse pas, je m'en moque. Ouais. Même le meilleur des médecins et des professeurs, vous voyez. Donc c'est bien qu'il y ait quelque chose qui, psychologiquement, les a profondément marqués et a fait que leur état d'être, leur état de pensée a changé radicalement. Et nous, on en a qui viennent sur le site, justement parce qu'ils ont vécu des NDE et qui essayent, encore une fois, d'essayer de trouver un petit peu des explications aux phénomènes qu'ils ont vécu. Alors justement, on parlait d'Elisabeth Kubler-Ross il y a quelques instants. Est-ce que vous connaissez le cas de Madame Schwartz ? Celui-ci ne me dit rien en particulier.
Madame Schwartz, c'était une patiente d'Elisabeth Kubler-Ross qui était en phase terminale de cancer. Elle est décédée. Et un jour, Elisabeth Kubler-Ross était au pied de l'ascenseur avec un homme d'église, je crois, dans l'hôpital. Et d'un seul coup, elle a vu une personne s'approcher d'elle. Et elle a dit, c'est bizarre, je connais cette dame. Et l'homme d'église est rentré dans l'ascenseur. Et Elisabeth Kubler-Ross s'est tournée vers Madame Schwartz. Enfin, elle a dit, vous êtes Madame Schwartz, je vous connais, vous êtes Madame Schwartz. Elle a dit, oui, tout à fait. Alors, en même temps, simultanément, mais elle a dit, c'est pas possible, puisqu'elle est décédée. Et cette Madame Schwartz est rentrée dans le bureau d'Elisabeth Kubler-Ross. Elle a ouvert la porte, je sais pas comment elle a pu faire. Elisabeth Kubler-Ross s'est assise à son bureau au Médusée. Et elle lui a dit, je devais revenir. Elle a dit oui, vous devez continuer vos travaux, parce que c'est vrai que Elisabeth Kubler-Ross recevait des pressions à ce moment-là. Oui. Voilà. Et Elisabeth Kubler-Ross s'est dit, mais c'est pas possible, je dois rêver là. Elle lui a dit, est-ce que vous pouvez me noter quelque chose sur un papier? Et cette Madame Schwartz s'est exécutée, et elle a posé le papier sur le bureau, et elle s'est levée, elle a dit, vous me promettez, Elisabeth Kubler-Ross, vous me promettez? Elle a dit oui, et elle a disparu complètement d'un seul coup. Et le papier était écrit, il paraît qu'il l'avait affiché dans l'hôpital. D'accord. C'est spectaculaire quand même. Ah oui, bien sûr. Mais c'est marrant que vous me parliez de ça, parce que maintenant ça me revient, parce que c'est dans un des livres que j'ai lu. Quand vous m'avez dit le nom, ça m'est pas revenu tout de suite en tête. Mais l'histoire m'est revenue en tête, et effectivement c'est ce qui est écrit dans un de ses livres. Alors j'ai pas le nom de son livre malheureusement, mais il va revenir au bout d'un moment, je le souhaite. Et c'est ce qu'elle explique, et c'est ce qui a accentué ses recherches et continué surtout à faire ses travaux dans les phénomènes de NDE et tout ce qui tourne autour des NDE, c'est-à-dire le fait que par exemple des personnes voient des êtres de lumière, ça aussi c'est des apparitions qu'aujourd'hui normalement l'Église serait censée au moins étudier, ne serait-ce qu'étudier. On a les apparitions maritales d'une part qui sont des effigies religieuses comme la Vierge Marie, des choses comme ça, mais on a aussi des apparitions, ce qu'on appelle des êtres de lumière, c'est-à-dire des sortes d'entités qui sont d'une luminosité complètement éclatante, avec un amour, encore une fois, c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est une luminosité et un amour d'une puissance telle qu'elle vous déstabilise. Alors, dans le beau compter des choses, bien sûr, mais c'est-à-dire qu'ils émanent tellement de puissance que les gens qui les voient et qui les rencontrent sont très déstabilisés par ces visions-là. Alors, comment elle a pu ouvrir la porte du bureau et comment elle a pu écrire ce mot? Alors ça, c'est quand même étrange. Moi, c'est un livre que j'ai lu il y a plusieurs années, donc je me souviens plus des détails. Ça me paraît très étonnant parce que normalement les personnes qui sont dématérialisées passent à travers la matière. Si vous voulez, la matière n'existe plus pour elles. Pour nous, elle nous dérange parce que notre structure moléculaire ne nous permet pas de passer à travers, tout simplement, parce que les molécules entre elles se percutent et on ne peut pas passer à travers un mur. En revanche, une âme désincarnée peut tout à fait le faire sans aucun problème, et elle peut même aller dans différents niveaux de l'espace-temps et différentes dimensions parallèles qui existent, qui nous côtoient tous les jours mais qu'on ne perçoit pas. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant le fait d'avoir réussi à ouvrir la porte, je ne sais pas si c'est véritablement ouvert en tant que tel, et aussi également d'avoir pu écrire une lettre. Oui, voilà. Ça c'est un mot, voilà. Ça c'est quand même très bizarre parce que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que quand il y a une intervention de ce type-là, les êtres, les entités qui vont parler avec les gens qui sont en présence vont leur demander de le faire pour elles. C'est souvent ce qui se passe. Donc, est-ce que Elisabeth l'a vu comme ça? Est-ce que cette personne avait la capacité de le faire parce qu'elle a été à un niveau de matérialisation? Oui, voilà, intense, oui. Voilà, c'est possible, là, vous savez, c'est possible. Ça me permet de rebondir sur quelque chose. Vous savez, il y a le phénomène couramment qu'on appelle le phénomène de poltergeist, qui a des apparitions et des chutes d'objets chez les gens. Donc c'est bien qu'il y ait quand même une action, parce que le phénomène des poltergeists, c'est des apparitions de fantômes, effectivement, par contre, qui vont être un peu plus néfastes et qui vont hanter les lieux où certaines personnes résident, où là, il y a des chutes d'objets, il y a des déplacements d'objets, il y a des casses, il y a des interventions beaucoup sur l'aspect électronique et électrique. Donc, il y a quand même possibilité d'interaction entre l'immatériel et le matériel. Est-ce que vous avez des histoires, des récits d'apparitions célèbres? Oui. Ah oui, bien sûr, j'en ai. Oh là là, on en a beaucoup. Alors moi, je m'intéresse un peu à tout, donc c'est vrai que j'ai regardé aussi ça. On a des apparitions, alors couramment ce qu'on appelle la Vierge Marie, des apparitions maritales que je citais juste un instant. Ça, il y en a eu beaucoup. D'ailleurs, il y a des lieux qui sont amplement reconnus pour ça. On a Lourdes en France, notamment. On a, pas très loin de chez moi, Notre-Dame de la Salette, où la Vierge serait apparue à 2 enfants, 2 bergers. Et puis on a le monstre, comme on l'appelle dans notre langage, qui est l'apparition de la Vierge de Fatima, en Turquie, si je ne me trompe pas, qui là a fait tellement de bruit parce qu'elle a été vue par des milliers et des milliers de personnes sur plusieurs jours. Ça, c'est que les apparitions se sont faites d'une
me semble, sur 3 fois, et à chaque fois, il y avait de plus en plus de monde, et les gens ont été là, ont vu ce qui s'est passé, et ont vu effectivement une entité de lumière apparaître qui ressemblait, de par sa forme, à la Vierge Marie, comme on la dessine un petit peu aujourd'hui. Et il y en a eu de partout, énormément. Il y en a eu, je crois que c'est quasiment pratiquement à travers le monde. Alors, aujourd'hui, on connaît celles qui sont reconnues par l'Église, c'est surtout ça la différence, parce qu'elles sont attestées, elles sont reconnues par l'autorité qui serait censée normalement l'attester, et donc ça crée après derrière des lieux de culte, Lourdes par exemple, ou encore Notre-Dame de Guadalupe au Mexique, où là il y a eu une apparition monstrueuse de la Vierge Marie, ça allait encore même plus loin que ça. Ça pourrait peut-être faire le sujet d'une autre émission, parce que si je développe, je risque de prendre un petit peu de temps. Mais là, ça a été très très lourd. Il s'est passé des trucs complètement incroyables. Et donc, par la suite, après, on fait des lieux de culte, on crée des chapelles qui, par la suite, deviennent des églises, et puis, pour certaines, quasiment des cathédrales autour de ça. Alors, est-ce que ces apparitions en général sont fixes ou elles sont en mouvement? Alors, visiblement, concernant Madame Schwartz, c'était vraiment en mouvement, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en général, est-ce que les personnes qui témoignent d'apparitions fixes ou de personnes en mouvement? Il y a les deux. Je dirais il y a les deux. Il y a des apparitions fixes et furtives qui ne durent que l'espace de quelques secondes, où là on voit une entité. Alors quand je dis entité, c'est parce qu'elle n'a pas une forme prédéfinie. Et puis on a des apparitions qui durent plus longtemps avec des déplacements et des formes qui ressemblent plus à une forme humaine. Mais il y a un petit peu de tout. Est-ce qu'il y a des contacts télépathiques avec ces apparitions? Oui. Vous avez des témoignages? Ah oui, il y a des témoignages, il y a des échanges. Il y a dans le cas de Notre-Dame de la Salette, par exemple, à côté de chez nous, qui est un lieu de pèlerinage très connu. Il y a la Vierge Marie a parlé aux enfants, aux bergers qui étaient là, elle leur a expliqué certaines choses, elle leur a dit certaines choses. Alors, j'ai pas les détails en tête, mais par exemple pour Notre-Dame de Guadalupe au Mexique, ça a été la même chose. C'est-à-dire que la personne qui l'a rencontrée à l'époque, qui était un autochtone mexicain, donc c'était assez reculé dans l'âge, qui lui a demandé des preuves parce qu'il croyait pas en l'apparition de la Vierge. Elle lui a, par la suite, elle est revenue quelques jours après, en lui disant, écoute, tu reviendras et je te donnerai une preuve comme quoi tu as quelque chose à amener à l'évêque, parce qu'à l'époque c'était un évêque qui s'occupait de la petite bourgade du coin. Et donc là, tu verras véritablement des éléments factuels qui te permettront de dire que tu m'as vu et que tu as un message à porter. Et il est revenu et il a eu des apparitions de roses. Il y a des fleurs, des roses qui sont apparues dans une zone où il n'y avait pas du tout de roses, qui était une zone assez haute en altitude et qui était très rocailleuse, où aucune rose ne peut pousser. Généralement, c'est plus des chardons ou des choses de ce type-là. Il a récupéré les roses dans un pancho, il les a enfermées contre lui, il les a amenées à l'évêque. Et je dirais, aux merveilles, quand il a ouvert son pancho, il y avait la représentation de la Vierge imprimée sur le pancho. Depuis, ce pancho-là reste dans l'église de Notre-Dame de la Guadalupe et il est tout en haut de l'église, un petit peu comme la croix du Christ peut l'être au niveau de nos églises à nous, ou de la Vierge Marie, ça dépend des églises aussi. Et c'est allé très très loin parce que cette effigie, elle est toujours en place, elle est toujours là, et il y a clairement la représentation de la Vierge dessus, quoi. Et c'est quelque chose qui n'a pas été dessiné parce qu'il y a des études scientifiques qui ont été faites, qui montrent qu'il y a beaucoup de points d'interrogation dessus, de choses qu'on ne comprend pas, au niveau des pigments qui ont été utilisés au niveau de la couleur, qui défrayent la chronique parce qu'on ne les retrouve pas sur la planète, au niveau de certains éléments biochimiques sur le pancho, le fait que le pancho ne soit pas désagrégé avec le temps, alors que pourtant il est constitué de fibres végétales. Enfin, il y a toute une pléiade d'éléments qui se comptent par dizaines, voire peut-être plus que ça, qui sont vraiment très très interrogatifs. Donc il y a eu des éléments factuels, il y a eu des discussions, il y a eu des échanges de par les âges et puis à travers le temps. Dans certains cas, est-ce que ces apparitions sont vues par tout le monde ou juste par une seule personne? Pareil, il y a les deux cas. On a le cas où, comme dans l'histoire de l'apparition de la Vierge de Fatima, où là ça a été vu par des centaines de milliers de personnes, ça allait très très loin. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu parce qu'elle avait donné des rendez-vous par la suite. Et puis il y a beaucoup de cas où elle n'apparaît que à des enfants ou à une ou deux personnes dans un coin complètement isolé en montagne. Où là, dans l'histoire de Notre-Dame de la Salette, c'est exactement le cas, quoi. Est-ce qu'il y a eu des travaux, des observations, des analyses scientifiques réalisées par des scientifiques ouverts? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Lesquels? Alors là, on parlait de Notre-Dame de la Guadalupe, qui est un bon exemple, où là, il y a eu beaucoup d'éléments scientifiques qui ont été faits sur le pancho en lui-même. Alors après, vous savez, c'est très délicat. Pourquoi? Parce que déjà, il faut qu'il y ait des scientifiques qui s'y intéressent. Ça, déjà, c'est le premier point. Ce qui n'est pas le cas. Déjà, ça court pas les rues. Il n'y en a pas déjà 15 000 qui vont le faire.
Après, il faut avoir les moyens pour le faire. Et ensuite, il faut que l'Église l'autorise. Parce que dans le cas de Notre-Dame de Guadalupe, ça demandait de décrocher le poncho, de l'ouvrir, de le soumettre à l'air extérieur, à la lumière, tout ça. Donc peur de le désagréger, d'en détacher des parties, de faire... Enfin, vous voyez, il y a tout un ensemble de contraintes, je dirais, malheureusement, qui font qu'on a un petit peu tendance à pas le faire. Ça va freiner un petit peu. Mais il y a eu, sur certaines apparitions, des scientifiques qui ont enquêté et qui considèrent que les témoignages, en tout cas les témoignages en tant que tels, sont tout à fait recevables et que ces personnes-là ont bien effectivement vu quelque chose. Après, qu'on considère qu'ils aient vu la Vierge Marie ou autre, ça c'est une autre histoire. Ah oui, bien sûr. Il y a des dissidences au niveau des croyances, on ne va pas rentrer plus en détail là-dedans, mais en tout cas, il y a eu apparition de quelque chose. Alors comment les témoins décrivent ces apparitions? Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de perceptions? Oui, il y a plusieurs sortes de perceptions, effectivement. Il y a des perceptions généralement alors sous forme de lumière émanescente. Il y a des formes d'entités. Il y a des formes humaines. Donc il y a plusieurs structures géométriques, si on peut l'appeler comme ça. Et en fonction un petit peu des lieux et des endroits, les gens ne voient pas tout à fait la même chose. Dans le cas de la Dame Blanche qu'on parlait tout à l'heure, là on a vraiment véritablement affaire à un personnage en tant que tel, en tout cas dessiné comme un personnage. Et puis dans le cas par exemple de certaines photographies, parce qu'il y a des photographies aussi qui ont été faites, où on voit des apparitions avec des personnes qui sont décédées quelques semaines ou quelques mois avant, et puis qui réapparaissent sur les photos alors qu'elles ont été faites par la suite. Ça, c'est des éléments qui ont été faits, des photos qui ont été faites dans les années peut-être 1800-1900, vous voyez, où la photographie n'était pas encore soumise à des manipulations ou à des petites modifications qu'on peut facilement faire aujourd'hui. Et beaucoup de ces photographies sont attestées authentiques par les divers laboratoires qui les ont étudiées. Donc, encore une fois, là, on a affaire à des personnes. On retrouve la même personne, mais ce qui est étonnant, c'est que soit on la voit dans la même, dans le même visage qu'elle avait quand elle est décédée, donc dans l'âge dans lequel elle avait quand elle est décédée, et puis dans le cas des NDE, quand on voit des apparitions, quand les gens voient des apparitions, ils les voient beaucoup plus jeunes. Ils les voient dans, on va dire, dans le plein âge de la forme, aux alentours des 20-30 ans à peu près, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des témoignages qui relatent des apparitions dans les habitations traditionnelles? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Ah oui, oh là là, oh oui, bien sûr. Bien sûr, ça touche énormément de gens. Ça touche beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes, et nous, moi je peux l'attester sans aucun problème, parce que sur le site on en a énormément, qui nous expliquent ça, qui ont eu affaire à ces phénomènes-là. Donc on a affaire à des phénomènes de portes qui claquent, de coups dans les murs, de chute d'objets, de déplacement aussi d'objets, carrément, des objets qui ne sont pas au même endroit puis qui se retrouvent à d'autres endroits, des ampoules qui grillent alors qu'elles ont été changées 70 fois, des lumières qui s'éteignent alors qu'elles ne doivent pas s'éteindre, et puis on a aussi l'intervention à travers ce qu'on appelle aussi la TCI, la transcommunication instrumentale, où pas mal de gens travaillent là-dessus, où ils arrivent à obtenir des voix et des informations par cet intermédiaire-là. C'est très courant. Est-ce que certaines personnes ont vu des formes? Je veux dire, une personne assise sur un lit, ou une personne se promener dans un salon, ou je ne sais pas. Oui. Ils ont vu, de manière générale, je dirais, ils voient des ombres. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas une forme prédéfinie, parfaitement définie avec des contours nets, mais par contre, ils vont voir des formes, des sortes d'ombres, ou des sortes de comment on peut appeler ça un petit peu des nuages, vous voyez, une sorte de nuages énergétiques, qui vont percevoir du coin de l'œil, ou qui vont voir passer dans un couloir ou dans un coin de la chambre, et derrière il va y avoir des ressentis comme la sensation de froideur, certaines odeurs aussi, fréquemment, il y a beaucoup d'odeurs, on parle beaucoup d'odeurs quand on est en présence, notamment ce qu'on va appeler un petit peu des êtres célestes, des êtres de lumière, on a beaucoup d'odeurs très agréables, et puis dans le cas inverse avec des entités un petit peu plus sombres, des odeurs plus désagréables. Par contre, il y a aussi, maintenant que j'y réfléchis, aussi des phénomènes de visualisation de personnes qui passent dans des couloirs. Où là, on voit véritablement une personne qui marche et qui passe dans les couloirs. Alors, aujourd'hui, on en voit beaucoup sur Internet, sur des vidéos. Là, récemment, on en a envoyé une. Moi, je soumets beaucoup de sécurité là-dessus. Oui, voilà. Vous savez, voilà, faut faire très attention parce qu'on peut faire quasiment absolument... aujourd'hui, oui. Voilà. Et par contre, il y a des vidéos qui sont plus intrigantes parce qu'elles ont été filmées par des caméras de sécurité, où là, derrière, il n'y a pas eu de retouche parce que c'est attesté par les experts qui les ont étudiés, où on voit effectivement des personnes qui passent comme si de rien n'était, puis elles traversent le mur comme si de rien n'était, quoi. C'est vraiment une personne en tant que telle qui marche. Par contre, qui n'est pas parfaitement nette si on met une autre personne constituée de matière, je dirais, à côté d'elle, vous voyez. Oui, tout à fait. C'est un élément un peu flouté, un peu flou.
On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous parlons d'apparitions, de phénomènes de dames blanches. Alors justement, il paraît que à la sécurité sociale de Nîmes, dans les sous-sols, il y aurait des phénomènes de ce genre, à un tel point que, d'après les dires d'une personne qui a travaillé à la sécurité sociale, personne ne veut descendre au sous-sol. Oui, mais ça m'étonne pas. Alors ce cas-là, je le connais pas particulièrement. Après, est-ce que c'est peut-être aussi les fautes de la Sécu, pour faire un peu d'humour? Excusez Alain, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la Sécu, alors peut-être que ça laisse des traces. Non mais là, c'est quelqu'un de sérieux qui me l'a dit. Hein. Oui, non, mais c'est une petite touche humoristique de la sécurité sociale. Mais plus sérieusement, il y a beaucoup de ces éléments-là dans le métro de Londres. On retrouve dans le métro de Londres, dans les sous-bassements du métro de Londres, énormément d'apparitions. Il y a effectivement des fois où ça a été vu des traces de pas au sol qui apparaissaient au fur et à mesure que la personne était là pour le voir, vous voyez. Donc c'est pas quand même très très loin. Et ça, c'est des ouvriers qui sont dans le métro de Londres, qui n'ont jamais vu d'apparition de leur vie et qui vont expliquer ça en remontant. Le gars, il remonte, il est blanc comme un paperboard, vous voyez, et il raconte ça à son chef, quoi. Et il dit, moi c'est fini, je ne redescends plus. Je m'en fiche, tu me vires, tu me licencies, ça m'intéresse pas, tant pis, je trouverai du boulot ailleurs. Mais je redescends pas là-bas, parce que j'ai vu des choses, peut-être personne ne me croira, mais en tout cas, moi je les ai vues, et c'est très, ça m'a vachement perturbé. Et ça, on en a fréquemment. Donc ça m'étonne pas du tout. Encore une fois, ce qui est intéressant à faire dans ces cas-là, c'est qu'il faut toujours faire ça, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher l'historique. Il faut aller vérifier qu'est-ce qui s'est passé sur le lieu, dans le passé, et vous verrez qu'à tous les coups, à quasiment 99,9%, vous allez voir qu'il va y avoir un décès brutal, des choses comme ça, en lien avec un blocage émotionnel, énergétique de certaines personnes qui restent sur les lieux et qui hantent ces lieux. Vous voyez ? Et ça, c'est quasiment assuré dans tous les cas de figure, c'est ça. Vous voyez, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, pour nous et la maison qu'on avait, on sait que la dame qui était à l'intérieur était décédée dans sa maison. Vous voyez ? Tout à fait. Et dans tous les éléments, c'est comme ça. Il y a toujours une trace historique, si on peut le faire, parce que c'est pas facile. Alors attention, je parle bien du lieu, je parle pas forcément de la maison, parce que ça arrive aussi dans des maisons qui sont neuves, dans des lotissements qui viennent d'être construits, il y a quand même des apparitions. Parce qu'encore une fois, la matière n'a strictement aucune importance pour ces personnes-là, et c'est vraiment le lien émotionnel qui les relie avec le lieu, qui font qu'ils vont rester dans ce lieu-là. Oui, parce que certaines personnes ont des images d'Épinal que les fantômes se baladent dans les châteaux, dans les endroits comme ça, alors que finalement, la sécurité sociale de Nîmes, par exemple, c'est un bâtiment administratif. Oui, bien sûr. Mais pour peu qu'il y a quelques années auparavant, c'était tout autre chose, et qu'il s'est passé d'autres choses, ça peut remonter à des époques très reculées, très lointaines, parce qu'on parlait du côté matériel et immatériel. Mais vous savez, l'espace et le temps sont liés, donc, et sont intrinsèquement liés. Donc pour des personnes qui sont décédées, qui sont désincarnées, le temps n'a plus aucune importance. Le temps n'existe plus de l'autre côté, clairement. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui va croire qu'il n'est pas mort et qui reste dans son espace-temps un petit peu enfermé et qui va faire des apparitions furtives que certains vont voir, un fantôme, comme on appelle couramment, peut-être que pour lui va s'écouler 10 minutes dans sa tête. Mais en réalité, il s'est écoulé 1 siècle, 2 siècles, ou voire 10 siècles. Oui, mais finalement, c'est un temps psychologique. Oui, ils se créent eux-mêmes leur propre espace-temps. Ils restent bloqués dans leur espace-temps parce que dans leur tête, ils sont bloqués là-dedans et ils vivent continuellement là-dedans. Mais ça peut, si vous voulez, c'est le temps. Le temps est très difficile à définir. Mais pour eux, ça peut durer véritablement peut-être une pensée qui va rester, je sais pas, une dizaine de secondes, vous voyez. Et pour nous, dans la façon dont le temps s'écoule, le temps, que la vitesse d'écoulement du temps va faire que ça va s'échelonner sur 1 siècle, 2 siècles, ou voire un millénaire, sans aucun problème. C'est pour ça qu'on voit fréquemment dans les fantômes, dans les châteaux, des fantômes qui datent de guerres précédentes, où il y avait des guerres entre les différents clans, à l'époque où il y avait des châteaux forts, des choses comme ça, et ça date de plusieurs millénaires, alors que pourtant ces personnes-là sont toujours là. Mais pour elles, ça se trouve, il s'est écoulé 1 heure dans leur tête, vous voyez. Ouais. Alors justement, en parlant de château, j'ai fait une émission il y a pas longtemps avec la propriétaire du château de Fougeray. Ah oui, vous m'en aviez parlé, oui. Ah oui, voilà. Et qui disait que sa fille, à 2 reprises, je crois, avait vu une personne, mais alors vraiment une personne
habillée en rouge. Elle était habillée en rouge et elle avait une cigarette à la main et elle était adossée à la cheminée. Alors là, c'était vraiment comme si c'était un humain, en chair et en os. Encore une fois, ça ne m'étonne pas du tout, parce que à travers l'histoire qui se ressasse, il continue à vivre comme il vivait avant. Donc, elle a une cigarette à la main, c'est parce que dans sa tête, elle a une cigarette et qu'elle fume. Oui, bien sûr. C'est le même principe, c'est encore la même chose. On parlait du temps à l'instant. Les entités qui viennent nous voir, qui viennent contacter les médiums, vivent bien avec notre temps, puisqu'ils nous dictent des messages. Oui. Et ils voient bien les choses en temps réel, selon notre temps à nous. Donc, le temps est relatif, finalement, quelque part. Mais vous savez, c'est le maître du temps, Einstein, qui a fait toutes ces découvertes, et aujourd'hui on en fait encore plus, parce que on arrive à dépasser un petit peu certains cadres, qui disait, et qui est une phrase qui est parfaitement juste, qui disait, vous savez, le temps est relatif, et il ne dépend que de l'observateur. C'est-à-dire que, on peut faire une analogie très simple, rester à côté d'une belle femme pendant 5 minutes, vous avez l'impression que ça dure 1h30. Rester à côté de quelqu'un que vous détestez, vous avez l'impression, pareillement, que ça va durer un temps hyper long ou très très court, parce que votre notion sera complètement différente, mais la vitesse d'écoulement aura été la même quelque part. Donc, il y a cette perception qui est propre à l'observateur, il y a exactement le même phénomène quand vous vous reposez, ça c'est un très bon exemple. Quand vous passez une bonne nuit de sommeil, vous avez l'impression d'avoir dormi peut-être en pensée, on va dire, une demi-heure, vous voyez, alors que vous avez dormi 5-6 heures d'affilée. C'est exactement le même principe. C'est ça, c'est véritablement ça, la relativité du temps, qui ne s'écoule pas de la même façon. Sa vitesse d'écoulement n'est pas la même en fonction que l'observateur aura changé son point de vue. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose encore à ajouter sur les apparitions ? Oui, on pourra en rajouter encore un petit peu. Je pense que c'est important de dire que de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui s'ouvrent à ça. Nous, on en a beaucoup qui se confrontent avec ces phénomènes-là, et parce qu'ils sont appelés, si vous voulez, à être des médiums. Beaucoup ne le savent pas, mais ils ont fait un petit peu cette... on va pas appeler ça un contrat, parce que le mot est trop fort, mais en tout cas, ils se sont fait cette promesse dans cette vie. Alors quand je parle de cette vie, c'est que je parle de la réincarnation, parce que pour ma part, encore une fois, c'est une preuve. C'est non plus une supputation, mais une preuve avérée. Et dans cette vie-là, ils se sont dit de venir aider les autres et aider des âmes qui n'arrivent pas à partir, ce qu'on appelle couramment partir dans la lumière, parce qu'encore une fois, c'est des âmes qui malheureusement sont dans la souffrance, sont dans la peine, souvent sont dans la colère, la frustration, et qui vont rester enchaînées. Encore une fois, on retrouve un peu l'analogie avec nos fantômes, le drap blanc et puis les boulets et les chaînes. Peut-être d'ailleurs que c'était peut-être pas une mauvaise analogie que ça, et qui vont les aider, parce que c'est leur rôle. Et ce qui se passe aussi, et qui est important à dire, c'est que souvent, quand les gens perçoivent les entités savent qu'elles les perçoivent aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. C'est-à-dire qu'elles vont se diriger vers les personnes, notamment les passeurs d'âme, comme on les appelle couramment dans les métiers de la médiumnité, pour venir les voir, parce qu'elles savent qu'ils les voient. C'est un peu ce qui se passe pour le film, vous savez, avec Bruce Willis, et le petit garçon Sixième Sens, qui est aussi un très bon film, qui parle de ça, où lui il les voit et il dit mais je les vois et eux me voient, parce que ces entités savent que vous les percevez, et souvent elles vont venir vous voir. Alors, quand on a un enfant, ça fait très peur, parce qu'effectivement, on voit des choses qu'on n'est pas censé voir, et des fois, certaines personnes qui sont mortes d'un accident, elles portent encore les séquelles de l'accident. Vous saviez, on expliquait tout à l'heure ce que c'était. Comme la personne qui fumait, qui va continuer à avoir une cigarette dans les mains. C'est la même chose. Donc, pour certains enfants, c'est très difficile, c'est très très lourd à porter, et beaucoup finissent chez les psychiatres. Et s'il y a des personnes qui rencontrent ces phénomènes-là, je les invite à venir sur notre site, si on peut les aider, déjà d'une part. Et encore une fois, je les invite à beaucoup parler avec leurs enfants, c'est important. Prendre le temps d'avoir ces éléments, de faire un petit peu une enquête, si vous voulez, pour savoir déjà si c'est vraiment purement imaginatif, ou si ça va plus loin que ça, et que l'enfant voit véritablement des choses. En sachant que beaucoup d'enfants, comme on disait tout à l'heure, à peu près 70%, je pense facilement, si c'est peut-être pas plus, voient toutes ces entités désincarnées qui tournent autour de nous, parce que vous savez, il y en a beaucoup qui tournent autour de nous, mais qu'on ne voit pas. Oui, tout à fait. Il doit y avoir du monde, même, j'ai l'impression. Il y a énormément de monde, et vous savez, comme dit le père Brune, ils sont pas tous dans les cimetières. Et il y en a même quasiment plus qui sont dans les cimetières. Souvent, certains restent dans les lieux dans lesquels ils sont décédés. Comme disait une personne, je me souviens plus qui, je vais avoir peur maintenant d'aller dans la salle de bain. Oui, il y a des chances. Mais encore une fois, il ne faut pas avoir peur. Vous savez, il ne faut pas avoir peur parce que ces êtres-là, alors en tout cas ceux qu'on voit de façon assez classique, encore une fois, il y a plusieurs familles, malheureusement. Vous savez, c'est comme les êtres humains, il y a de tout. Ah bah oui, de toute façon, c'était des êtres humains, ils sont comme nous. C'est ça, mais il y a de tout. Il y a de l'autre côté du miroir, comme on dit, il y a de l'ombre et de la lumière. Donc il y en a certains qui effectivement vont venir vous embêter, et puis il y en a d'autres qui vont vous apporter plus d'amour et plus de lumière parce que c'est leur rôle et qui sont dans ces positionnements un petit peu, ces niveaux de fréquence énergétique. Et puis il y en a d'autres tout simplement qui sont perdus. Souvent c'est des âmes qui sont perdues, qui ne savent plus où elles sont ou qui restent dans leur coin. Et effectivement c'est facile de dire, de
associations pour qu'on puisse parler de ces événements librement et aider les gens qui rencontrent ça. Et encore une fois, il ne faut pas en avoir peur. C'est difficile, je le sais bien, mais c'est important de ne pas en avoir peur parce que ce qu'on dégage aussi, ces énergies émotionnelles qu'on dégage vont toucher l'environnement et vont toucher aussi ces entités qui résident dans des dimensions parallèles. En fait, les gens n'ont pas vraiment peur, mais ils se sentent surveillés, voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est ça qui les gêne. Souvent, on a ce phénomène-là où ils ont l'impression qu'ils ont quelqu'un au-dessus de leur épaule. Puis je vous garantis que c'est le cas, vous avez quelqu'un au-dessus de votre épaule, qui est là, mais que vous ne percevez pas parce que vos sens sont fermés, vos différents corps énergétiques ne les perçoivent pas, et pourtant ils sont là. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs pour terminer ? Oui, je voudrais déjà les remercier de s'intéresser à ces émissions-là. C'est une très bonne chose parce que ça permet de parler un petit peu d'autres choses et de sortir un petit peu des sujets classiques qu'on aborde toute la journée chez les médias. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et puis, encore une fois, que chacun se fasse sa propre opinion. C'est important de garder l'esprit critique, d'analyser, d'enquêter et ne pas non plus tout croire comme acquis, simplement en voyant certaines choses sur Internet ou autre. C'est important d'aller se faire ses propres déductions, d'aller enquêter un petit peu, d'aller se creuser un peu. Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se relient et qui arrivent à trouver des solutions et puis des conclusions qui peuvent se tenir sans aucun problème. Merci Frédéric et à très bientôt sur cette antenne pour une autre émission. Au revoir. C'est moi qui vous remercie Alain. J'embrasse encore tous les auditeurs et puis je vous dis à bientôt. Fréquence Évasion.